Nous sommes le vendredi 24 mai 2019 et c'est l'heure des informations sur la télévision de la famille. Et voici la version dont nous vous proposons. Il a été créé en mars 2018. C'est le Conseil d'orientation qui a pour mission de fixer le fonctionnement de l'autorité supérieure du contrôle d'État. Ce conseil d'administration a une composante tripartite dont 3 du secteur privé, 3 membres du secteur public et 3 autres membres de la société civile. Ces membres ont été reçus ce matin par le chef de l'État. L'occasion pour l'organe de présenter ses doléances et lesquelles doléances d'ailleurs ont reçu l'approbation du président du FASO. Suivons à présent les propos du premier responsable du conseil d'orientation sur cette audience au micro de Odette Zondina et Jonas Tondi. C'est une visite de courtoisie d'abord pour présenter le conseil d'orientation qui a été créé en mars 2018 et qui depuis lors n'a pas eu l'opportunité en tout cas d'échanger avec le chef de l'État. Donc l'objet de l'audience, effectivement, présenter les membres du conseil d'orientation et demander le soutien du président du FASO pour l'avancement des différents dossiers et que nous avons examiné et introduit en conseil des ministres. C'est des dossiers qui concernent d'une part un dossier sur l'organisation et le fonctionnement même de la SLC. Il y a également un projet qui concerne la création de fonds d'intervention au niveau de la SLC. Ces fonds d'intervention-là, c'est des fonds particuliers qui sont mis à la disposition de la SLC. Compte tenu de sa spécificité, c'est avec ces fonds-là, normalement, qu'il doit pouvoir fonctionner et mener un certain nombre d'activités de manière, j'allais dire, plus rapide. Et c'est un fonds qui existait déjà dans les anciennes dispositions, que la nouvelle loi a quand même maintenu, compte tenu en tout cas de l'importance de cette affaire-là. Donc notre dernière session qui s'est tenue la semaine passée et cette semaine, nous avons examiné 2 autres dossiers, 2 autres décrets qui vont venir s'ajouter, bien sûr, aux 7 décrets qui sont en souffrance. Donc voilà en gros les différents éléments. Pour vous donner une idée sur ces 2 derniers décrets, c'est un décret qui concerne la fixation de quantum sur les avoirs recouvrés par la SLC. Et nous avons également un décret qui porte la fixation des procédures pour le recrutement du contrôleur général d'État. Donc voilà les 2 décrets qui viennent s'ajouter bien sûr aux 7 autres-là. Et le président du FASO en tout cas a demandé à ce que tous ces 9 décrets-là puissent lui être transmis pour qu'il puisse en tout cas actionner les choses pour que ça avance. L'Organisation pour le renforcement des capacités de développement a tenu une conférence publique ce matin à Ouagadougou sur le fonds minier de développement local et de la gouvernance du secteur minier au Burkina Faso. Moïse Kindaï était et voici son compte-rendu. Programme de l'ONG ORCAD. Ce matin, il s'est agi d'une conférence publique sur le processus d'opérationnalisation du Fonds minier de développement local, un fonds créé par le nouveau code minier depuis 2015 et qui a rencontré ou qui rencontre toujours beaucoup d'obstacles dans sa mise en place. Donc il s'agit aujourd'hui d'échanger sur la question sur la base d'un document d'analyse que nous avons produit sur l'impact que ce fonds minier
pourrait avoir sur la qualité de vie des populations, surtout celles qui vivent sur les sites miniers, si le fonds était effectivement opérationnel et que les maires bénéficiaient des ressources de ce fonds-là pour mettre en œuvre des projets de développement. Nous avons également saisi cette occasion pour faire une déclaration de la société civile sur la gouvernance du secteur minier en général et le comportement des sociétés minières au Burkina Faso qui ne facilite pas du tout la mise en place de ce fonds minier-là. Et c'est quoi vous leur reprochez exactement, les sociétés minières? On leur reproche de ne pas respecter les lois de notre pays. Le code minier, c'est une loi. Elle peut avoir des insuffisances. On peut en convenir. Mais en attendant qu'on ait une autre loi qui corrige ces insuffisances-là, cette loi doit être respectée. Et vous décidez, n'est-ce pas, désormais de prendre en charge, de vous occuper désormais donc du secteur minier au Burkina Faso? Non. Nous allons travailler à prendre le contrôle du secteur minier au Burkina Faso. En ce sens que ce qui va être décidé avec les sociétés minières, il faut qu'on soit au débat. Pour voir si on est tous sur la même longueur d'onde en termes de protection, de défense des intérêts du pays. Parce qu'il y a des cadres dans lesquels on n'est pas. Par exemple, les cadres où on octroie des titres miniers, on n'est pas là-bas, on ne sait pas comment ça se discute. On ne sait pas si on respecte effectivement toutes les dispositions prévues avant d'octroyer tel ou tel avantage à une société minière. Et si telle société minière ne respecte pas les clauses, est-ce que véritablement les mesures idoines sont prises? Donc, nous pensons que désormais, il faut qu'on ait l'œil et l'oreille partout pour s'assurer que les intérêts du pays sont bien protégés, parce que ce que nous constatons déjà nous inquiète et nous pensons que nous ne pouvons pas laisser continuer comme ça, parce que pour nous, ces intérêts-là ne sont pas suffisamment défendus. Parce que vous ne pouvez pas avoir des richesses et exploiter ces richesses-là pour vous appauvrir. Ça, c'est paradoxal et ce paradoxe-là, nous ne sommes plus prêts à l'accepter. Vous avez appelé les populations à la non-collaboration avec les sociétés minières. Comme les sociétés minières ne veulent pas payer ce que le code minier leur demande au Fonds minier de développement local. Vous voyez, une terre de culture, peut-être que la personne qui exploite la terre ne peut pas vous dire depuis quand sa génération exploite cette terre. Subitement, on vient vous prendre la terre, vous êtes définitivement rompu. Vous n'avez plus ça. Les générations qui vont suivre n'auront plus ça. Les sommes dérisoires qu'on va vous donner, ça va finir dans quelques jours et vous êtes suspendu pratiquement. Donc peut-être même que vous allez souffrir et en mourir. Pendant ce temps, voici quelqu'un qui se dit qu'il a l'argent, qui vient prendre cette terre-là, s'asseoir, se faire de l'argent. On lui demande de donner un minimum pour améliorer les conditions de vie des mêmes populations. Elle dit qu'elle ne donne pas, ou si elle doit donner, voici les conditions. C'est pourquoi nous nous disons, nous allons sensibiliser, sinon même qu'elles le sont déjà, les populations à dire désormais, ne donnez pas vos terres aux sociétés minières. Si on vient vous dire qu'on va vous lever dans tel village pour amener sur un nouveau site, ne vous levez pas. Ce combat-là, on va l'amener jusqu'au bout. Jusqu'à ce que les sociétés minières acceptent et comprennent qu'on ne peut pas faire souffrir une population comme ça. Si elles paient intégralement ce qu'on leur demande au Fonds minier de développement local, il n'y aura plus de bagarre. Sinon là, nous allons travailler désormais avec les communautés sur le site pour qu'il n'y ait plus de collaboration avec les sociétés minières, qu'elles ne donnent plus leurs terres, qu'on ne lève plus de leur village pour amener, construire des allumettes qu'on appelle des maisons pour dire qu'on a amélioré leurs conditions de vie. Donc, nous allons faire ce travail-là. C'est un engagement fort que nous avons pris. Et comme nous l'avons dit dans notre déclaration, cette fois-ci-là, nous n'allons pas reculer
Et dans les jours à venir, on va constituer un large front de la société civile pour mettre en œuvre cette décision. Le mot d'ordre est déjà lancé à partir d'aujourd'hui. C'est lancé, c'est déjà fait. Oui, en termes de chiffres, quel est le minimum demandé donc au chiffre minier? Non, le minimum est fonction du chiffre d'affaires mensuel de la société minière. Donc, si votre chiffre d'affaires est par exemple de, je sais pas, de 7 milliards, vous prenez 7 milliards, 1% de 7 milliards, et vous avez ce qu'on lui demande dans le mois. Donc, normalement, depuis pratiquement vers la fin de l'année 2015, ils devraient commencer à payer. Non seulement ce n'est pas fait, elles disent qu'elles ne paient pas l'année 2016, 2017, 2018, oui, mais les investissements qu'elles ont déjà réalisés sur les sites miniers, il faut qu'on les rembourse ça. Mais vous comprenez ça et vous pensez que ça là c'est acceptable? Et c'est les mêmes qui vont faire des fausses communications dans leur pays, siègent là-bas, pour dire qu'elles font de la RSE au Burkina Faso. Si on les rembourse ces investissements-là, ça veut dire que la RSE en question est totalement effacée. Hors de chez nous, en Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa est réélu président de la République sud-africaine pour un mandat de 5 ans. Et bien, après avoir terminé le mandat de son prédécesseur Jacob Zuma, contraint à la démission, il voit sa confiance être renouvelée. Une élection surtout qui consacre davantage la suprématie de l'ANC dans le paysage politique sud-africain. Ce n'était qu'une question de temps et de formalité. Cyril Ramaphosa a été sans surprise réélu président de la République sud-africaine mercredi par les députés. Au pouvoir depuis la démission forcée de Jacob Zuma en février 2018, il a été reconduit pour un mandat de 5 ans sans vote en l'absence d'un autre candidat. L'élection validée, le chef de l'État sud-africain doit annoncer son nouveau gouvernement dans les prochains jours. Une équipe qui sera scrutée de très près par l'opposition et les observateurs. Cyril Ramaphosa s'est en effet engagé à nettoyer son parti, l'ANC, et l'État de la corruption. Autre mission qu'il s'est fixée, relancer l'économie de la première puissance économique d'Afrique. Sa réélection fait suite à la victoire de son parti aux législatives du 8 mai, scrutin à l'issue duquel l'ANC a réussi à conserver sa majorité absolue au sein de la Chambre basse avec 230 des 400 sièges. Cyril Ramaphosa prêtera serment samedi prochain à Pretoria. La guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis aura une répercussion très fatale sur la croissance mondiale en 2019. C'est la foi, bien sûr, des experts du Fonds monétaire international. Les signaux envoyés par le regain de tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine compromettent le rebond de la croissance mondiale 2019. Une mise en garde de la chef économiste du Fonds monétaire international qui prévient que cette nouvelle escalade pourrait sérieusement détériorer le climat des affaires et la confiance des marchés financiers. Gita Gopinath a indiqué jeudi que ces tensions pourraient également perturber les chaînes de production. Cette guerre commerciale a déjà commencé à affecter négativement les consommateurs ainsi que de nombreux producteurs des deux pays, ont souligné des experts du FMI. Une situation inquiétante donc pour l'institution financière qui avait abaissé début avril sa prévision de croissance mondiale à 3,3% cette année après 3,6% l'année dernière. Elle avait alors espéré un rebondissement de la croissance au cours de la deuxième moitié de 2019 après un fort ralentissement au premier semestre. Des projections que le FMI avait basées notamment sur une trêve dans la guerre commerciale entre les deux premières puissances mondiales, envisageant même un accord bilatéral qui semble aujourd'hui très loin. Sortira pas, le Royaume-Uni est dans l'impasse quant à sa présence au sein de l'Union européenne, visiblement usée par la question du Brexit. La première ministre a fini par rendre sa démission. Suivez. À sa sortie du 10 Downing Street, Theresa May a la mine des mauvais jours. Impuissante à mettre en œuvre le Brexit, la première ministre est contrainte de démissionner, non sans regret. Je vais bientôt quitter ce travail qui a été l'honneur de ma vie.
J'ai été la deuxième première ministre, mais certainement pas la dernière. Je pars non pas par mauvaise volonté, mais avec une infinie gratitude d'avoir eu la chance de servir le pays que j'aime. Theresa May, visiblement usée par l'interminable casse-tête du Brexit, quittera ses fonctions le 7 juin prochain. Le Parti conservateur doit donc rapidement trouver son successeur. Un dénouement prévisible, la première ministre démissionnaire a été ballottée de crise en crise depuis son arrivée à la tête du gouvernement en juillet 2016. Plus de 30 démissions, 2 motions de défiance contre elle et 3 rejets au Parlement de son accord de divorce conclu avec Bruxelles en novembre. Son maintien était devenu impossible. Et il faut dire que détricoter plus de 40 ans de liens avec l'Union européenne n'est pas une tâche facile, d'autant que Theresa May était au départ pour un maintien du Royaume-Uni dans l'Union. Après son échec aux élections générales de 2017 qu'elle a convoquées, la première ministre démissionnaire a été contrainte de s'allier au parti unioniste ultra-conservateur. Celui-ci lui a dicté ses exigences sur le Brexit. En avril dernier, la dirigeante a fini par tendre la main au parti travailliste, des discussions qui se sont soldées par un échec. Celle qui avait pour principale mission de mener à bien le Brexit a finalement dû organiser les élections européennes, alors que son pays est censé quitter l'Union. C'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et c'est également fini pour une semaine de présentation. Nous vous souhaitons de passer un excellent week-end, toujours en compagnie des programmes de la télévision de la famille. Bonsoir chez vous.